Les salariés du Crédit Agricole s'inquiètent pour leur salaire. Les syndicats se sont mobilisés ce matin devant le siège social. Ils refusent toute renégociation de l'accord de rétribution globale. Le reportage de Nathalie Dinane et d'Isabelle Hameau dans ce journal. Et le débat continue autour de la vente de la centrale géothermique de Bouillan. Le leader de Caraïbes Écologie Les Verts n'adhère pas aux idées et actions du collectif d'Alain Plaisir. Harry Durimel nous expliquera ses raisons. Il est l'invité de cette édition. Vers la mise au point d'un vaccin contre le chikungunya, le CHU de Pointe-à-Pitre relance sa campagne pour trouver des volontaires sains entre la mi-juillet et la fin du mois d'août. Les détails dans quelques minutes. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Après plusieurs mois de rencontres avec la direction, les représentants syndicaux du Crédit Agricole refusent de revenir sur l'accord de rétribution globale et sur les acquis sociaux. Ils étaient mobilisés devant le siège ce matin. Nathalie Dinane, Isabelle Hameau. Nous disons qu'il y a un combat très difficile et c'est la raison pour laquelle Jotla nous présente grand bonheur. Très tôt ce matin, les agents du Crédit Agricole se sont mobilisés devant le siège à Petit-Pérou, le résultat de plusieurs négociations non abouties sur par exemple la rétribution globale, terme un peu barbare qui signifie que désormais le salaire variable sera amputé, transféré sur le salaire fixe et la prime de vie chère noyée. Au niveau local, notre direction ajoute à la part variable la prime de vie chère, qui pour nous n'est pas une part variable. Et face à notre refus à décider de dénoncer cet accord, un accord que nous avons signé en 2007, nous avons voulu quand même, face à plusieurs tentatives, de sacraliser, et nous l'avons sacralisé lors d'un accord en 2007. Les syndicats CGTG, UGTG, SNECA, CGC et Sunicag Sud refusent catégoriquement de revenir sur les acquis et les accords signés. Ils sont déterminés. Toutes les agences étaient fermées aujourd'hui, sauf celle de Morne-à-l'Eau. La fuite des talents, les acquis remis en cause, les conditions qui se dégradent, une direction sourde aux revendications, autant de reproches formulés de façon unanime par les 4 centrales. C'est une direction qui impose souvent et qui n'est pas à l'écoute des représentants du personnel. Là, il y a une déclinaison d'un accord national qui devrait aboutir à un accord d'entreprise pour que ce soit appliqué dans l'ensemble du groupe, qui porte sur une augmentation de la part fixe du salaire de la rémunération après une enquête qui a été menée au niveau national et un constat qui a été fait que le groupe Crédit Agricole, au niveau du salaire fixe, n'est pas concurrentiel. Et ça ne permettait pas, effectivement, de garder les compétences. Le service de sécurité mis en place par la direction nous a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas nous recevoir. Du côté des employés grévistes, nous calme, nous pas la guerre et nous attendons qu'elle crie nous parce qu'on l'a fait qu'elle crie nous. La grève continue. Et le très prometteur vaccin contre le chikungunya de l'Institut Pasteur est testé en Guadeloupe depuis janvier 2016. Un essai thérapeutique a débuté au CHU de Pointe-à-Pitre. Les chercheurs invitent à nouveau les personnes entre 18 et 60 ans en bonne santé et qui n'ont pas été touchées par le chikungunya à participer à cet essai vaccinal. Nathalie Dinane, Moïse Dexter. L'essai thérapeutique pour l'évaluation d'un vaccin contre le chikungunya a pris un peu de retard. Les premières visites de volontaires ont débuté la semaine dernière. En Guadeloupe, c'est une première. Le professeur Eun, en charge de la coordination, lance à nouveau un appel aux volontaires sains. On souhaite inclure 50 personnes dans cet essai. Mais pour inclure 50 personnes, il faut screener, comme on dit, c'est-à-dire évaluer plus que 50 sujets parce qu'on sait qu'on va découvrir qu'un certain nombre de ces volontaires ne sont finalement pas éligibles à l'étude. Comme cela s'est passé dans les centres d'investigation en Haïti, en République dominicaine ou encore à Porto Rico. Il faut avoir plus de 18 ans et moins de 60 ans, se déclarer en bonne santé et n'avoir jamais fait de chic. Si vous voulez répondre à cet appel. Et en plus, lors de la visite dite de screening, on confirmera que les sujets n'ont effectivement jamais rencontré le virus du chikungunya en faisant ce qu'on appelle une sérologie, un test destiné à quantifier les anticorps anti-chikungunya. Et seuls pourront participer à l'étude les gens qui effectivement n'ont pas d'anticorps anti-chikungunya. La durée totale de l'essai est de 72 semaines, mais est-il encore nécessaire ?
Il n'y a plus de chic en Guadeloupe, mais encore du chic qui circule dans plein d'autres pays du monde. Il n'est pas exclu que le chic revienne un jour en Guadeloupe. Et c'est une maladie pour ceux qui l'ont faite, qui laisse des souvenirs quand même. C'est pas une maladie très agréable, même si le plus souvent on en guérit. Donc si on peut réussir à protéger les gens dans les zones géographiques où le virus est susceptible de circuler, c'est plutôt satisfaisant. Les volontaires vont recevoir entre la mi-juillet et la fin du mois d'août le vaccin ou le placebo. Le suivi va durer plusieurs semaines, 12 visites pour le volontaire, 72 semaines en tout pour l'essai thérapeutique. Et la Cour d'assises de Fort-de-France ouvrira dans 2 jours le procès du présumé meurtrier d'Alan, un jeune homme de 18 ans qui avait été retrouvé dans une poubelle au fond d'une ravine. Les faits remontent à septembre 2013, 3 ans après le drame. La famille est toujours dans l'attente de réponse. Elle s'est rendue sur sa tombe au cimetière du François pour se recueillir. Sabrina Doré et Michelet François d'ATV Martinique. C'est uni que la famille d'Alan se dirige vers sa tombe. À 2 jours du procès du meurtrier présumé du jeune homme, l'heure est au recueillement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela fait près de 3 ans que le jeune homme a été retrouvé mort au fond d'une ravine. Aujourd'hui, la souffrance de sa mère est toujours aussi vive. Lorsque je dors le soir, la seule chose qui me vient à l'esprit, mais pourquoi Alan s'est retrouvé dans une poubelle, un sac poubelle dans la tête, un sac poubelle, et après aller le jeter dans une rivière. Quelle mère qui peut accepter ce genre de truc? Son fils se retrouve dans une poubelle et après ensuite dans une rivière. Là, il faut être fort pour l'accepter. Parmi les choses les plus difficiles à accepter, la mère de famille n'a pas pu dire au revoir à son fils. Retrouvé 5 jours après sa mort, c'est un cercueil fermé qui lui a été remis. Il était déjà défiguré, les poissons de rivière avaient déjà mangé tout ce qu'il avait, les parties sensibles, le nez, les yeux, et, la bouche et les oreilles. Il n'avait plus rien. Son frère, âgé de 12 ans au moment des faits, a dû avancer dans l'adolescence avec cette tragédie. L'absence d'Alan est encore pesante. Je ne vis pas très bien parce que tous les jours j'étais avec lui. Tous les soirs, oui, j'étais avec lui tout le temps. Le matin, on se réveillait, on nettoyait la maison ensemble, on faisait tout ensemble. Au-delà d'une mère et d'un fils, c'est toute la famille d'Alan qui attend le procès avec impatience. Il était quand même souvent chez moi, tout le temps, pratiquement tout le temps chez moi. Et c'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier comme ça, du jour au lendemain, même si ma fille refait sa vie. Mais moi, dans mon cœur, Alan il sera toujours. Là, on a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé pour qu'on puisse commencer à, on va dire, faire le deuil, mais bon. Le complice du meurtrier présumé d'Alan devrait revenir de l'Hexagone pour comparaître libre au procès. À ses côtés, le principal suspect, qui a toujours soutenu la thèse de l'accident, devra expliquer ce qui s'est passé le 30 août 2013. Et au chapitre politique, le 20e congrès du Parti progressiste martiniquais s'est achevé tard dans la soirée d'hier. Épilogue d'un week-end de réflexion et de restructuration pour le parti. On regarde le compte-rendu de Guillaume Bacoul d'ATV Martinique. Johnny Ajar est désigné comme secrétaire général. Voici le visage du nouveau secrétaire général du Parti progressiste martiniquais. Johnny Ajar succède à Alain Alfred au sein du parti au balisier, avec 83 voix en sa faveur contre 53 pour Raphaël Séminor et 34 pour Daniel Choumet. Sa victoire ne souffre d'aucune contestation. Pourtant, le nouveau numéro 2 du parti s'est voulu rassembleur lors de son intronisation et montrer l'image d'un parti uni. Mais de toutes les façons, nous allons nous rassembler. Le Parti progressiste martiniquais, c'est dans la fraternité, dans la solidarité. Donc ce n'est pas une lutte de pouvoir ni de poste. Maintenant, nous avons défendu nos convictions les uns et les autres avec nos personnalités propres. Aujourd'hui, le combat est lancé parce que le pays est dans l'immobilisme le plus total. Et nous devons absolument offrir une alternative en termes de valeurs, d'idées, de projets sociétal. Conseiller municipal, territorial, mais aussi vice-président de la CACEM, Johnny Ajar devra abandonner une de ses fonctions, puisque le Congrès en a décidé. Les élus PPM ne devront désormais cumuler que 2 mandats électifs au maximum. J'ai choisi de démissionner au 1er septembre de la CACEM, de façon à me libérer. De la même manière, je démissionnerai également certainement de la présidence d'un satellite pour donner du temps au Parti progressiste martiniquais. Avec 150 voix en sa faveur, Serge Etchimi lui a été reconduit au poste de président au sein du comité national.
Et ce, malgré la candidature surprise de Fabrice Moutamal, tout de même crédité de 18 votes. La nouvelle équipe dirigeante va maintenant devoir conduire la feuille de route décidée par les délégués, maintien du PPM au sein de l'Alliance PMN, décentralisation du militantisme ou encore réaffirmation de l'autonomie martiniquaise au sein de la République française. C'est la restructuration et la réorganisation du parti. Nous ne voulons pas changer de cap par rapport à ça. Et bien sûr, deuxième cap, c'est être une opposition constructive, respectueuse de la majorité. Ce n'est pas le cas dans le sens inverse. Nos élus se font injurier. Et ça, il faut une opposition très structurée. Et la troisième chose, c'est préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est permettre l'émergence au sein du parti de nouvelles personnes. Tout le monde avait prédit des divisions. Vous avez vu l'unité qui était affichée. Une famille unie, mais pas totalement réunie. Si les élus d'autres partis comme David Zobda ou Maurice Santiste ont répondu à l'invitation du PPM, Catherine Conconne, elle, a brillé de par son absence. La conseillère territoriale ne figure d'ailleurs plus au comité national, ni au bureau politique. Le leader de Caraïbes Écologie Les Verts n'adhère pas aux idées du collectif d'Alain Plaisir, opposé au rachat de l'usine géothermique de Bouillante par un industriel américain. Dans une lettre publique, il explique les raisons de son choix. Harry Durimel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, peu d'élus guadeloupéens ont osé en tout cas se prononcer sur la question. Vous avez choisi de dire oui à ce rachat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pourquoi vous y êtes favorable ? Déjà, on ne nous a pas demandé notre avis, puisque c'est l'État français, le gouvernement français qui a signé depuis quelque temps. Ça a été annoncé récemment, mais c'était depuis quelque temps. L'État a signé depuis plus de 6 mois, près d'1 an, avec Ormat, une multinationale américaine qui est un leader en matière de géothermie, un protocole visant à faire entrer cette entreprise dans le capital de Sageos. Sageos qui est une holding qui détient à 87% la géothermie Caraïbes, Bouillante Géothermie, qui est une société anonyme. Donc voilà que depuis 50 ans, l'État, à travers son établissement public, le BRGM, c'est-à-dire la puissance publique, comme on le revendique, gère la géothermie, et c'est une vraie catastrophe. Donc pour des raisons écologiques, économiques et sociales, je pense que pour nous, c'est une chance, car l'État est en train de se retirer, EDF s'est retiré. Si nous n'y prenons garde, nous aurons, comme la Dominique, beaucoup de ressources géothermiques dans notre sol, mais nous allons continuer à brûler du pétrole et du charbon. Je suis un écologiste, je crois qu'il est temps qu'on bannisse le charbon et le fuel, le pétrole, dans notre mix énergétique, puisque nous avons beaucoup d'alternatives en termes d'énergie renouvelable, et la géothermie, c'est ce que nous avons de meilleur et de moins cher. Le collectif d'Alain Plaisir propose de créer une collecte de fonds populaires pour prendre le contrôle justement de cette industrie, afin de rassembler des dizaines de millions d'euros. Est-ce que cette solution vous semble utopique ? On a envie de rire. Je pense que c'est ce qui est de bien, c'est ce qui est séduisant avec Alain Plaisir et ce collectif. Ils sont très, très sympas, c'est drôle, c'est même séduisant. L'idée que chacun mette 1 euro et qu'on devienne propriétaire de ce dont on est propriétaire, puisque les ressources minières, en latin, on dit res nullius, c'est la chose publique. Et c'est pour ça que c'est un pouvoir régalien. Ça appartient au peuple et ça ne peut pas nous être volé. Personne ne pourra voler la soufrière. Cette ressource est dans le sol guadeloupéen, ce n'est pas délocalisable et c'est géré par l'État. Si et quand la Guadeloupe sera indépendante, la Guadeloupe, ça sera l'État guadeloupéen. Aujourd'hui, c'est l'État français qui détient la propriété et la mainmise sur la ressource géothermique. C'est l'État français qui a accordé une concession de 50 ans, renouvelée en 2009, en faveur de Sageos. Donc, les Américains peuvent sauter, ils peuvent mater, ils ne pourront jamais emporter cette richesse qui est à nous. Alors, on ment au peuple quand on dit qu'on va brader le patrimoine guadeloupéen. Le patrimoine guadeloupéen est en péril, mal géré par l'État français, qui le laisse péricliter, une usine brinque-ballante qui a été montée pour faire de l'expérimentation et qui aujourd'hui produit à peine 4,5% de notre production, de notre consommation énergétique, électrique plutôt, en Guadeloupe. Si c'était bien géré, ça se serait. La Cour des comptes a ordonné à l'État français pratiquement de se retirer. EDF était à 22% dans le capital, elle est maintenant à 2,2%. Donc pour moi, économiquement,
On ne peut pas être aussi riche d'une ressource dans notre sol et dormir là-dessus pour des raisons idéologiques ou passionnelles. Qu'en est-il, Harry Durimel, de la promesse de Ségolène Royal qui était d'élaborer une stratégie nationale de développement de la filière géothermique dans les départements d'outre-mer? Elle est tombée à l'eau? Mais c'est ça le moyen d'y parvenir. C'est Ségolène Royal qui mène les négociations avec Ormat, puisque l'État n'a pas les moyens. L'État français est en faillite. L'État français fait des prêts pour rembourser ses prêts. Donc il faut qu'on arrête de rêver. L'État-providence, c'est fini. Cet État-là, si nous ne prenons garde, elle va nous attacher définitivement au fioul et au charbon. Si la Guadeloupe était un pays souverain, nous aurions à faire les mêmes choses. C'est pour ça que je suis étonné que des nationalistes revendiquent plus d'État français. Ils veulent que l'État français garde la main, alors que si nous avons un industriel privé, nous pouvons, et la région doit rentrer dans le capital, la région doit avoir une place dans le conseil d'administration pour que nous garderions la vigilance sur les normes sociales, environnementales. Du point de vue social, l'électricité, les Guadeloupéens la payent à un prix inférieur à son prix de production, à son coût de revient. Aujourd'hui, c'est parce que les métropolitains, à travers la CSPE, une contribution fiscale de solidarité au prix de l'électricité, nous payons l'électricité à 12,70 centimes d'euros le kilowattheure. Si nous avons de la géothermie, les Guadeloupéens vont payer encore moins. Mais si nous restons attachés au pétrole et au fioul, eh bien, s'il n'y a pas de ressources géothermiques comme nous sommes là-dedans en ce moment, eh bien, nous allons payer 30 à 40 centimes d'euros. Donc, pour des raisons sociales, économiques, écologiques, nous avons tout intérêt à ce que de l'argent frais vienne ressusciter cette usine mourante d'une gestion publique calamiteuse. Harry Durimel, ce collectif finalement déplore le désengagement de l'État par le biais d'EDF qui investit dans cette énergie renouvelable dans d'autres pays. Alors, on fait quoi? On va braquer l'État pour dire à l'État, venez, l'État se barre. Nous trouvons des gens qui voient leur opportunité, puisque ce n'est pas des philanthropes. Il y a 2000 mégawatts d'énergie géothermique autour de nous dans les îles Nevis, Montserrat, Dominique et autres. Ces gens-là se disent, la Guadeloupe, c'est un pays un peu sûr, qui est français. Nous venons en Guadeloupe et nous allons nous développer dans la Caraïbe. Les Dominicains, ils attendent ça. Lorsque Ormat sera en Guadeloupe, les Dominicains pourront enfin avoir du courant, parce que pour l'instant, lorsque le petit compteur a fini, qu'on n'a plus d'argent pour le faire tourner, on demande aux enfants d'aller dormir, même s'ils n'ont pas appris leur leçon en Dominique. Ils payent du pétrole venant du Venezuela. Nous payons du pétrole venant de je ne sais plus où. Nous vendons, nous achetons du charbon, nous menaçons de mettre du charbon à Marie-Galante. Vous imaginez la catastrophe? Parce que nous n'avons pas d'énergie alternative, alors que nous sommes riches d'une énergie stable, puisque la géothermie a plusieurs qualités. C'est une énergie stable, ce n'est pas comme l'éolien et le photovoltaïque qui sont susceptibles de coupe de vent ou de nuages. C'est une énergie stable qui est là dans le sol, elle est moins chère, elle coûte 165 € le mégawatt à la production, alors qu'au fioul, c'est 230 € le mégawatt. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Alors, par idéologisme, par passion, pour s'amuser, on va faire une quête. Mais avec la quête qu'on fait, on ne pourra même pas réparer un pneu ou une turbine dans ce truc-là. Il faut arrêter de rigoler. On s'amuse, là. Harry Durimel, ça fait un moment qu'on entend quand même ce débat autour de la centrale géothermique. Vous intervenez maintenant. Que craignez-vous? Maintenant, moi, j'ai été président de la commission énergie à la région. Pendant 4 années, j'ai entendu les gens du BRGM gémir dans ma tête, demandant à la région de mettre de l'argent puisque l'État se désengage. Je leur ai condonné la liste de tous les gens en Guadeloupe qui me paraissent être friqués. Ils n'ont trouvé aucun investisseur guadeloupéen que ça intéresse parce que la géothermie, c'est complexe. La géothermie, ce n'est pas mettre un tuyau dans le sol et vous avez du courant. C'est une filière, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin d'étudiants qui se forment parce que nous avons cette vitrine de la géothermie chez nous. Donc, on ne peut pas dire que vous ne vous rendez pas compte. Pourquoi c'est maintenant? Ça fait 50 ans que la géothermie, j'ai fêté les 50 années de géothermie bouillante. J'étais l'un des rares Guadeloupéens présents. Nous avons organisé une conférence sur la géothermie pour vendre cette vocation que la Guadeloupe a à s'autosuffire en énergie. Grâce à cela, il n'y avait aucun membre de ce collectif. Donc aujourd'hui, il y a un sujet politicien, je trouve. C'est passionnel, objectivement et de façon réaliste. Moi, je suis pour un autre monde meilleur, où tout serait beau, où le capitalisme néolibéral qui asphyxie la planète, je serais d'accord. Mais dans ce monde-là,
tel qu'il est, avec les clés de l'état de droit, on ne peut que dire espérons qu'ils viendront, puisque avec le jeu qu'on joue là, il se peut qu'ils prennent peur et disent non, on ne va pas de là. Mais comme c'est très peu de gens qui disent ça et qui au fond s'en moquent, une fois qu'ils auront fini de manifester pendant quelques temps, ils passeront à autre chose et ça se fera. C'est dommage qu'on n'éclaire pas la population. On ne dit pas la vérité aux gens. Harry Durimel n'est pas le préposé d'Ormat. Harry Durimel, justement, quel droit aura la région Guadeloupe sur la gestion de cette ressource? Il est beaucoup question, justement, du contrôle du sous-sol. Quel droit que la région a aujourd'hui? C'est l'État est maître des ressources minières. Il n'y a rien de nouveau. La région a une habilitation. Son habilitation, c'est en surface, mais dans le fond, les ressources minières, c'est l'État. Moi, je veux bien, mais il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas vouloir l'État français dire qu'on ne veut pas l'indépendance, on ne veut pas l'autonomie, on veut que l'État, tout l'État, que l'État, et dire à l'État français, mettez-vous à côté, donnez-nous les clés, on va gérer nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on en sait? Harry Durimel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Réaliste et raisonnable. Aujourd'hui était la journée caribéenne de lutte contre le sida, peut-être que vous ne le saviez pas. En Guyane, l'association Entraide proposait des dépistages gratuits et rapides dans le centre-ville de Cayenne, puisque la Guyane reste le territoire français le plus touché par le VIH. On regarde le reportage d'Ayodele Germa, la TV Guyane. Une petite piqûre, 3 gouttes de sang et les réactifs s'occupent du reste. En moins de 5 minutes, on sait si oui ou non on est atteint du virus du sida. Une alternative au test classique par prise de sang, dont les résultats prennent plus de temps. Donc ces tests rapides d'orientation et diagnostic. Du coup ensuite on va être réorienté, c'est bien une orientation diagnostique pour faire une confirmation puisque ce n'est pas un test définitif. Et ensuite on trouve en pharmacie depuis janvier à peu près ce qu'on appelle les autotests avec plus ou moins la même technologie que les TROD qu'on réalise aujourd'hui, avec une différence, c'est qu'on se le fait soi-même, c'est-à-dire qu'on l'achète en pharmacie, on emporte sa petite boîte chez soi, on le fait soi-même et par contre il faut compter une quinzaine de minutes avant d'avoir le résultat. La journée caraïbéenne de dépistage existe depuis 2008. Aujourd'hui, l'association Entraide mène cause commune avec Médecins du Monde. Leurs bénévoles parlent chacun une langue locale différente de sorte à accueillir les gens venus de tous les horizons. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de discrimination là-dessus. Actuellement, il y a des Haïtiens, des Brésiliens, des Guyanais, des Dominicains, il y a un peu de tout actuellement ici. Et ce que je peux dire, c'est que moi, j'essaie de traduire, il y a d'autres Haïtiens à l'intérieur, mais j'essaie de traduire pour les Haïtiens. Il y a une collègue qui parle très bien espagnol, elle est d'origine espagnole et d'origine dominicaine, et elle traduit pour les Dominicains qui viennent ici, et ainsi de suite. Cet après-midi, une quarantaine de personnes ont dissipé le doute sur leur sérologie, une démarche qui, pour certains, se fait sans stress. J'aimerais bien savoir si j'ai le sida ou pas parce que j'ai à peu près plein de copines, j'ai eu plein de relations, donc voilà pourquoi. Je ne suis pas du tout stressé, de toute façon je sais que ça ne va pas m'empêcher de vivre et je vais toujours avancer, que j'y vais ou pas. C'est important parce que si on a attrapé la maladie, c'est pas bon. Donc moi je préfère venir faire les tests pour voir si j'ai pas, même si j'ai pas fait avec des femmes. Donc c'est important quoi. L'association Entraide poursuit son dépistage vendredi prochain. À partir de 21h, une maraude nocturne aura lieu dans le centre-ville de Cayenne. Restez avec nous dans un instant, vos destinations envisagées pour ces grandes vacances. Et puis démonstration de danse moderne jazz avec la troupe de La Daclam de la Guyane. La compagnie Air Caraïbes, qui avait suspendu ses vols vers la Guyane depuis 4 ans, va reconduire ses passagers vers cette destination. Une opération ponctuelle qui démarrera au mois de juillet. On écoute le directeur général du pôle régional, Olivier Bénard, interrogé par Isabelle Hameau et Patrick Curie. Cet été, au départ des Antilles, avec un long courrier type Airbus A330 qui passe par les Antilles au départ de Paris et qui se rend en Guyane. Donc nous commercialisons une quinzaine de vols au mois de juillet dans le sens Antilles-Guyane et puis une quinzaine de vols dans le sens Guyane-Antilles au mois d'août. Bien sûr, comme nous commercialisons ces vols et que ce sont des allées simples, puisqu'ils ne se font pas tous les jours, on propose un prix défiant toute concurrence, puisque nous proposons un prix à 159 € TTC. Ça veut dire que ce prix, en fonction de la saison, est très attractif.
Donc on a commencé à commercialiser ces vols la semaine dernière et ça fonctionne bien. On a lancé ça parce que c'était une opportunité de le faire. On avait l'avion et on a plus d'une cinquantaine de passagers maintenant qui sont par vol réservés sur cette ligne-là avec un aller simple à 159 €. Donc c'est un véritable succès ponctuel pour l'été. On parle uniquement de juillet-août, il ne faut pas se méprendre, il s'agit d'une offre uniquement de juillet-août. C'est une opération qui pourra se renouveler en période de pointe, mais qui n'est pas amenée pour l'instant à perdurer au cours de l'année. C'est pour ça d'ailleurs que très prochainement, on va proposer une autre destination départ des Antilles en Côte-Chère, sur Cuba. Donc ça va se faire très bientôt, donc je profite de l'occasion pour l'annoncer. Et clairement, Air Caraïbes n'est pas là pour écouter ou subir, on est là aussi pour défendre notre rôle de leader ici, et cette opération sur la Guyane en fait partie. Et vendredi dernier s'est achevée au Gosier la 16e session plénière de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest, plus connue sous son acronyme COPACO. Une session organisée avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Guadeloupe. Son objectif, promouvoir la gestion durable des pêches dans son aire de compétences. Qu'est-il ressorti de cette session? Le point avec Linda Kayarsi. Tout d'abord, les membres de la COPACO ont décidé d'améliorer la connaissance scientifique, clé de voûte d'une gestion durable des ressources halieutiques. 11 groupes de travail vont ainsi se pencher durant ces 2 prochaines années sur des espèces essentielles de la région, telles que la langouste ou encore le lambi. Les parties ont également décidé d'avancer sur la création d'une base de données régionale afin d'améliorer l'évaluation de l'état des stocks. 5 recommandations pertinentes et 2 résolutions ont été adoptées. Les mesures préconisées permettront non seulement de protéger les ressources, mais également d'améliorer à terme le rendement des pêcheries pour le bénéfice des professionnels du secteur. Autre décision prise, intensifier la lutte contre la pêche illégale. Enfin, la COPACO, dans son statut actuel, n'a qu'un rôle consultatif. Les délégués des pays membres ont décidé d'accélérer le processus de révision des statuts de l'organisation afin qu'elle dispose à moyen terme d'un pouvoir contraignant. Cette avancée est particulièrement importante et saluée par la région Guadeloupe. Elle ouvre la voie à un cadre de gestion régional à la hauteur des enjeux dont dépend l'avenir de nos pêcheries. Et la semaine dernière s'est ouvert un séminaire très important pour la filière pêche des régions ultra-périphériques au Parlement européen. Pendant 2 jours, les séminaristes ont réfléchi à l'adaptation de la politique commune adaptée aux réalités spécifiques des RUP. Jean-Claude Yoyotte, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer l'enjeu de ces consultations à Bruxelles? Ce sont des consultations qui sont extrêmement importantes et nous y attachons beaucoup. Nous nous y attachons beaucoup. Pourquoi? Parce que la pêche dans son ensemble est décidée à Bruxelles, mais bien souvent, les fonctionnaires de Bruxelles ne savent pas exactement ce qui se passe chez nous. Et quelles sont justement ces réalités? Une des réalités cruciales, c'est qu'en 2007, le financement des constructions a été gelé en Europe, alors que la pêche... constructions des navires. Les constructions des navires, alors que la pêche était en plein dans son essor. Et donc, au moment où on a la possibilité d'aller sur d'autres stocks, notamment le stock du pélagique, parce que n'oublions pas que nous ne pêchons que 1% des poissons gravitant autour de nos DCP. Donc ça voudrait dire que nous avons une pêche qui est raisonnable, une pêche qui est sélective, mais maintenant il faut qu'elle soit sécuritaire. Nous avons des bateaux qui sont vieux, et donc ils ne sont plus sécuritaires. Et nos pêcheurs, ils vont au large, alors qu'aujourd'hui l'Union européenne nous autorise à nous déployer dans la zone des 100 000 nautiques, mais si nous n'avons pas les moyens de le faire, nous ne pouvons pas. Donc c'est à ce titre-là qu'en novembre 2015, nous avons rencontré la commission des parlementaires chargés donc de ce secteur-là, et nous avons décidé qu'il y ait un rapport d'initiative. Lequel rapport d'initiative devra définir quelle est la condition réelle de pratique de la pêche dans les différentes régions. Et c'est pour cela que nous nous sommes rendus mardi dernier à Bruxelles pour discuter avec la députée Roduste de tout cela. Alors, nous avons été un peu surpris de voir qu'il y avait une méconnaissance des dossiers. Et cette méconnaissance
a été plus ou moins pointé du doigt par le fait que lorsque les négociations ont eu lieu, notre État membre, à savoir la France, n'a pas mis l'accent suffisamment sur la situation de ces départements d'outre-mer. La pêche a été vue au travers de la Bretagne, par exemple. Or, ce ne sont pas les mêmes espèces, ce ne sont pas les mêmes eaux, ce ne sont pas les mêmes navires, ainsi de suite. Donc, au départ, l'idée était faussée. Nous essayons de rattraper cela, mais seuls, nous n'y arrivons pas. Il faut qu'il y ait un lobbying constant à Bruxelles. À ce titre-là, nous sommes en train de créer le CCRUP, le comité de consultatif des régions ultra-périphériques, de manière à avoir un accès plus direct avec les députés européens. Donc voilà tout un travail qui se fait. C'est vrai que bien souvent c'est un peu dans l'ombre. D'ailleurs je remercie votre station de nous permettre de nous exprimer sur ce travail qui est fait, et de manière à ce que les pêcheurs puissent avoir un outil performant et qu'ils puissent partir en mer en toute sécurité. Vous avez apporté une contribution justement au Parlement européen. Qu'est-ce que vous demandez concrètement à l'Union européenne? Nous demandons concrètement que soit permis la construction et le financement de navires plus performants pour nous permettre d'aller dans les eaux plus poissonneuses. Je dis entre parenthèses qu'autour de nous, il y a certaines îles qui sont financées par l'Europe pour pêcher sur ce même stock. Il y a un paradoxe. Comment se fait-il que ces îles, notamment la Dominique, ont des financements pour la construction de navires et pas nous? Certes, ce ne sont pas des gros navires chez eux parce qu'ils ont au départ des petites flottes. Mais nous disons que si nous voulons exercer une pêche qui soit productive et ne pas être tributaire de l'importation, parce qu'on parle d'environnement. Mais chaque fois que nous importons du poisson, c'est de la taxe carbone qui va et vient. Donc je pense qu'il serait mieux pour nous de manger du poisson pêché dans nos eaux, et pour que le respect donc, écologique, l'empreinte écologique ne soit pas empruntée de transport de carbone, ainsi de suite. Donc, et c'est une bataille que nous menons. Maintenant, mener cette bataille tout seul, ce n'est pas possible. Et nous exhortons nos élus à prendre plus à bras le corps ce problème-là, parce qu'il est devenu très important. Et le fait qu'on nous dise que l'État membre n'a rien fait, ça nous pose un problème. De façon concrète, combien de navires il vous faudrait? Et quel coût, que ça représenterait combien? Alors, le coût n'a pas encore été évalué puisque nous n'avons pas encore l'autorisation. Pour l'instant, nous sommes en train de chercher l'autorisation. Mais de façon concrète, nous disons que... Je vous prends un exemple simple, hein, et vous allez bien comprendre. Une petite embarcation aujourd'hui comme celle que vous avez à l'écran, d'une sortie fait 4 à 500 litres de carburant par jour. D'accord? Donc c'est une quantité de CO2 importante qui sont dégagées. Les embarcations dont nous rêvons aujourd'hui vont consommer 8 litres à l'heure. Ça veut dire que s'ils ont travaillé pendant 10 heures, ils ont fait 80 litres. Voilà la différence. Et lorsqu'on nous parle de développement écologique, de respect de l'environnement, de tout ça, et qu'on nous prive d'avoir des embarcations qui soient moins gourmandes au point de vue carburant, je dis qu'il y a un paradoxe. Et l'Union européenne, bien souvent, est confrontée donc à ces paradoxes. Et c'est pour ça que la Cour européenne de justice européenne vient de dire qu'il faut absolument que l'Europe s'investissent davantage auprès des départements d'outre-mer en concomitance avec l'article 349 qui effectivement donne toutes ces spécificités élargies aux départements d'outre-mer. Jean-Claude Yoyotte, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Alors certains d'entre nous espèrent voyager aux 4 coins du globe à la découverte de destinations dépaysantes pour ces grandes vacances. Qu'allez-vous faire pour ces grandes vacances? C'est la question justement que vous a posée Patrick Curie. On regarde. Là, quand on passe ces vacances, ça c'est l'occasion pour revoir qui gens qui vivent en Guadeloupe, là, ça en famille. C'est très très important. Vacances, ça quand fait famille. Ouais. Je vais sortir, je vais aller à la plage, je vais m'amuser. Rien du tout. Pendant les vacances, je travaille, moi. Ces vacances, je profite. Vacances, voyager, visiter des îles. J'ai déjà été en croisière, c'est au mois de janvier. Alors là, je ne pense pas de voyager. Durant les vacances, je veux en profiter avec ma famille. Aller à la plage, faire des... Enfin, ça dépend. Ça dépend des sous aussi. De travailler et de m'amuser un petit peu. À Casamance. Mais moi, c'est la mer, la mer, la mer.
Là, en ce moment, non, on n'ira pas. On était à Montpellier dernièrement avec l'épouse, mais là, maintenant, pas ça. Je serais en disant peut-être aux alentours. Même y aller, après à Peter, faire un petit tour dans un tour comme ça, mais pas vraiment pour sortir. Pendant ces vacances, moi, je travaille. Plutôt au Marie-Galal, peut-être. C'est travailler quand tu pendant les vacances, ça? Voyager. Travailler. Et m'amuser. M'amuser, se reposer, aller à la mer, visiter mon pays, ma belle île, faire profiter mes vacanciers. Puis voilà, que du plaisir, c'est les vacances. Je travaille un peu en congé, par contre, on pour une semaine quand même, pour regarder le tour de la Guadeloupe. Puis on peut profiter, on prendre des petits bains de rivière, des petits bains de mer, enfin arrêter au pays, quoi. Mais rien de spécial. Aller chez ma famille, voir ma famille à Saint-Martin. Déjà profiter parce que j'ai passé le bac, donc c'est-à-dire aller à la plage, passer du temps avec mes amis parce que je ne vais pas les revoir l'an prochain, et passer du temps avec ma famille aussi. Avec mes enfants, sortir de temps en temps, soit à la plage et rester en famille, c'est ce qui compte. Profiter de la Guadeloupe, la redécouvrir, rentrer sous ses jupons à toutes les températures. Elle est glacée par Saint-Claude, elle est fraîche à bouillante et même chaude aussi à Pointe-Noire. Manger des bons fruits, la mer, rivière, manger des 3 abricots, des 3 cocos et arrêter à certains côtés aussi. Et en Guyane, il existe une école de danse renommée, nommée la Daclam. Depuis une trentaine d'années, elle encourage l'art chorégraphique. Samedi dernier, les élèves ont présenté leur spectacle de fin d'année. Faut-il attendre la soif pour abreuver nos vies? C'était le nom de cette représentation qui a ravi de nombreux spectateurs. Et Jonathan Lariot d'ATV Guyane était parmi eux. Sur la scène du prog de Matoury, ils sont plus de 200 danseurs. Et ça part dans tous les sens. Du hip-hop au jazz, en passant par la danse contemporaine, les élèves de la Daclam en ont mis plein aux yeux au public présent pour leur spectacle de fin d'année. J'ai apprécié beaucoup l'imagination, les tableaux et la musique, et puis les danseurs aussi. C'était vraiment magnifique comme spectacle. Très joli message, très belle chorégraphie, et puis à l'année prochaine pour voir si ce ne sera pas encore plus. Ah, magnifique. Chaque année, c'est de plus en plus magnifique, je trouve, parce que mes enfants y sont depuis, c'est la 3e année, et à chaque fois, je suis émerveillée quant aux chorégraphies et aux costumes aussi. Mais il faut faire des choses comme ça pour les jeunes, c'est bien, ça leur permet de s'exprimer sportivement, mais également de pouvoir détecter quelques talents. Mais voilà. Un spectacle devenu un rendez-vous incontournable des danseurs guyanais, et sur scène, presque toutes les catégories d'âge étaient représentées, et si la danse reste au centre du spectacle, les élèves ont tenu à partager des messages bien précis. La danse, c'est une communication, en fait, une façon de s'exprimer et de communiquer universelle. On n'a pas besoin de mots pour pouvoir forcément faire passer un message. Et je pense que c'est important de nos jours avec toute la violence, toute la dégradation, le désaccord du monde. Voilà, donc on avait besoin de partager ça avec le public, puis en même temps de montrer que dans l'unité, on peut faire de belles choses, quoi. Pour cette promotion, la Daclam a accueilli en son sein plus de 250 élèves, et le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine avec un spectacle qui promet déjà. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Il y aura des coupures d'eau dans plusieurs quartiers de Pointe-à-Pitre, notamment à Bergevin et à la rue Haut-Chimine. Un retour à la normale est prévu en début d'après-midi. Et puis, 3 quartiers du Gosier seront également touchés par des perturbations sur le réseau de distribution de l'eau, Loisel, Périnette et Dampierre, avec un retour à la normale prévu mardi 28 juin en début de matinée. Et enfin, réserver un bon accueil aux agents recenseurs de l'INSEE au Gosier. La campagne a déjà démarré et devrait se poursuivre jusqu'au 16 juillet. Et dernière information, l'église de Goyave sera fermée pour des raisons de sécurité. Il vous est demandé de vous rapprocher du prêtre pour plus d'informations. Merci, c'est la fin de cette édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure.